nos dépenses courantes. On peut passer à la deuxième acétate. Parfait. Alors, dans le fond, c'est ça, je voulais juste peut-être vous montrer mon parcours un peu là, pour vous expliquer un peu d'où je viens. Donc, moi, j'ai fait mes études en comptabilité, planification financière au niveau universitaire. J'ai travaillé dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances et puis finance et comptabilité une grande partie de ma vie. J'ai fait du suivi budgétaire aussi. Donc, le budget, ben, ça me connaît. Puis, comme habilité, ben, ce que je peux dire, c'est que je suis définitivement une passionnée de la finance personnelle. Quand on parle de tout ça, pour moi, c'est vraiment une passion. Peut-être pour certains qui trouveront que c'est une passion étrange, mais moi, j'adore ça. Donc, tout ce qui touche, j'adore ça. Donc, on va passer à l'autre acétate. Donc, l'objectif de la capsule aujourd'hui, bien, en fait, c'est connaître son coût de vie. C'est sûr qu'en 15 minutes, on va y aller sommairement. Mon objectif, c'est de vous donner le goût de prendre vos finances en main et puis d'essayer peut-être de voir certains objectifs, là, de s'établir certains objectifs. Donc, on peut passer à l'autre acétate. D'accord. Alors, pour calculer son coût de vie, on a besoin, premièrement, de temps. C'est sûr que vous allez devoir probablement prendre un peu de temps pour vous asseoir, puis décortiquer votre budget, faire une analyse de votre budget. C'est sûr que le temps et la volonté, il faut qu'on veuille vraiment s'intéresser à ça. Puis, on va y aller à la base. Moi, j'essaie de garder ça simple. Papier, crayon, j'ai mis couleur parce que, bon, certaines personnes aiment ça mettre de la couleur. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. C'est pas obligé, mais c'est le fun. Efface, calculatrice. Vous aurez aussi besoin de vos relevés de banque et cartes de crédit. Puis, un calendrier aussi. Donc, ça, c'est vraiment la base là, pour s'asseoir et faire son budget. Puis, j'ai marqué optionnel. Si vous êtes bon avec Excel puis vous avez envie de vous faire une feuille de calcul, bien, allez-y. Excel, c'est quand même très, très utile au niveau des formules, va faire les calculs pour vous. Les applications mobiles, si vous en connaissez, puis si vous êtes à l'aise aussi avec ça, vous pouvez les utiliser. Par contre, c'est sûr que si vous décidez de prendre une application mobile, puis vous prenez 5 heures à essayer de comprendre comment ça marche, vous allez peut-être vous décourager. C'est pour ça que moi, je vous conseille tout simplement là, papier, crayon, on y va, puis on écrit ça sur une feuille et puis on garde ça simple. Donc, on peut passer à l'autre diapositive. Donc, ben, en fait, calculer son coût de vie, comment on fait ça? Bien, ça passe, on ne s'en sort pas, ça passe par le budget. Donc, il faut s'asseoir. On en parle beaucoup de tout ça, du budget, mais comment on fait ça concrètement? Je suis très consciente qu'il y a beaucoup de gens que le processus de faire un budget, ça peut être stressant. Mais en même temps, une fois que le processus est fait, puis qu'on a fait notre budget, puis on l'a en main, bien, ça va faire vraiment diminuer le stress là, quotidien par rapport à ses finances, parce qu'on va savoir où est-ce qu'on s'en va avec nos finances. Donc, il faut trouver aussi une méthode à laquelle on est à l'aise. Comme je disais tout à l'heure, si pour vous, c'est prendre un agenda, un cartable, une application Excel, choisissez ça avec quoi vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Donc, aussi, ce qu'on dit, il va falloir prendre le passé, il va falloir s'attarder à ce qu'on a fait au passé pour pouvoir regarder vers l'avenir aussi. Une des choses aussi qu'il va falloir faire, c'est être honnête avec soi-même. Regarder vraiment les dépenses qu'on fait. Autant, là, comme j'ai marqué cigarettes, loterie, alcool, des fois, c'est des choses qu'on fait puis que des fois, on ne veut pas vraiment savoir combien ça nous coûte. Mais je vous le dis, d'être honnête avec soi-même, on le fait pour soi, c'est à moi de moi. Il n'y a personne d'autre qui va le voir, il n'y a personne qui va vous juger là-dedans. Donc, être honnête avec soi-même, c'est toujours très gagnant.
Puis, bien sûr, faire un budget, puis après ça, le mettre dans un coin, puis plus l'ouvrir, c'est pas non plus très productif. Donc, c'est pour ça que je parle de faire le processus régulièrement. On va parler du suivi budgétaire. Donc, vraiment de le faire à la semaine. Moi, je trouve ça facile. Même, je vous dirais qu'il y a eu une époque où je le faisais à tous les jours. Je comprends très bien que c'est pas tout le monde que ça va leur tenter de faire ça à tous les jours, mais au moins une fois par semaine, à la fin de la semaine ou aux 2 semaines quand on a notre paye, c'est vraiment une bonne façon là, de prendre du temps. Là. Je vous dirais que la première chose à faire, c'est d'essayer de prendre ce moment-là, puis d'en faire quelque chose de le fun, c'est-à-dire si on décide d'avoir un cappuccino, de mettre une petite musique d'ambiance tranquille, moi, je pense que vraiment, ça peut devenir le fun. Puis, au début, c'est stressant, mais je vous garantis qu'après un certain temps, ça va vous faire diminuer votre stress. D'accord? On peut changer la diapositive. Donc, la première étape, moi, je vous dirais, c'est regrouper l'information. Trouvez vos relevés de banque. On va voir avec toutes les transactions qu'on a faites dans le passé, les dépenses qu'on fait. C'est la meilleure façon. On va vraiment avoir un visuel, hein, parce que des fois, entre notre tête, ce qu'on pense que notre situation financière est et la réalité, il y a vraiment une bonne différence. Donc, d'aller chercher ces relevés bancaires de carte de crédit ou les comptes de taxes, voir où on en est rendu dans notre hypothèque, c'est vraiment une bonne façon de commencer. Je dis, si vous pouvez aller 1 an en arrière, parce que il y a beaucoup de dépenses qui sont annuelles, qui arrivent une fois par année. Fait que moi, je vous dirais pour les dépenses courantes, allez 3 mois en arrière, ça va vraiment vous donner une bonne idée. Mais si vous êtes en mesure de le faire, reculer 1 an pour voir vraiment les dépenses qui arrivent une fois par année. Un autre truc, c'est si vous utilisez bon papier, crayon, bien essayez que toute l'information reste regroupée à la même place. Utilisez un cartable, mettez vos factures dans le cartable, gardez vos feuilles que vous avez fait à votre budget. C'est très précieux parce que c'est du temps que vous avez consacré à faire ça. Donc, on ne veut pas avoir perdu son temps en perdant les feuilles. Donc, gardez vraiment l'information proche de vous, à portée de main. Donc, on peut passer à la prochaine étape. Ensuite, bon, ben, la deuxième étape, c'est celle qui va vous prendre sans doute le plus de temps. C'est vraiment regarder les dépenses. Donc, moi, je les ai séparées en 4 sortes de dépenses. On voit ici les dépenses fixes. Les dépenses fixes, ça, c'est facile. Les dépenses fixes, c'est celles qui reviennent à chaque mois. On connaît le montant à chaque mois. Il y a une date très précise. On va parler de loyer, hypothèque, bon, hydro, les assurances de maison, de voiture, tous les contrats qu'on a par mois, les taxes municipales, scolaires, les forfaits bancaires. Il ne faut pas oublier ça, les transactions qu'on a dans notre compte qui nous coûtent cher des fois, la garderie. Donc, c'est des dépenses qui sont, somme toute, fixes. Ensuite de ça, vous avez les dépenses variables. Les dépenses variables, c'est, on va se dire en début de mois, bon, ben moi, je pense que ça va me coûter 400 d'essence. Puis à la fin du mois, ben là, on regarde nos factures d'essence, puis là, on se rend compte que, oh, finalement, c'est pas ça que ça m'a coûté. Donc, c'est des dépenses qui vont varier selon le prix que ça coûte. On va parler de l'essence, le prix à la pompe. Ça va dépendre de nos déplacements aussi. Présentement, en période de pandémie, c'est fantastique. Moi, j'ai passé de 400 par mois à presque rien par mois d'essence. C'est vraiment génial. J'adore ça, le télétravail. Ensuite de tout ça, dans les autres dépenses variables à considérer, l'épicerie, hein, ça, c'est une dépense que tout le monde a. Par expérience, sorties, restaurants, cinéma, magasinage, faut pas sous-estimer ce poste budgétaire-là parce que c'est un poste qu'on se dit, oh, je vais aller chercher un café chez Tim Hortons un matin avec un bec, ça me coûte 5 Puis là, ben, c'est des 5 ici, des 10 là, puis c'est des petits montants qui, sur le coup, semblent pas être significatifs, mais quand on les regroupe ensemble dans un poste budgétaire, on se rend compte que c'est un poste qui coûte cher par mois si on ne fait pas attention. Là. Dépenses variables, c'est sûr, tabac, alcool, loterie, SQDC aussi, là, comme je vous dirais, il faut qu'on en parle maintenant, c'est légal, ça peut faire partie du budget. Calculez-le. Je vous dis, ça fait partie de l'honnêteté là, par rapport à ses propres finances. Là, parfait. Donc, on va passer à l'autre étape.
Donc, il y a les dépenses annuelles qu'il ne faut pas oublier aussi, ce que je parlais plus tôt, permis de conduire, les plaques, les fêtes, tout ce qui est Noël, les anniversaires, les mariages. Ça, c'est toutes des dépenses que on planifie plus ou moins, je vous dirais. Il faut planifier les vacances, la rentrée scolaire, l'entretien des voitures comme les pneus, le contrat de déneigement l'hiver. Donc, ça, c'est vraiment des dépenses annuelles qu'on n'a pas à payer nécessairement à chaque mois, mais qui viennent gruger quand même sur notre budget annuel, là. Ce sont des dépenses qui sont considérables. Ensuite de ça, bien, il faut s'attarder à nos dettes à la consommation, parce que c'est sûr que dans les autres dépenses, il y en a des dettes comme l'hypothèque, c'est une dette. Donc, mais on ne la considère pas là, dans cette dette-là. Là. Ce que je parle ici, c'est vos cartes de crédit, les emprunts bancaires, les emprunts avec la famille ou les amis aussi. Hein, les bons comptes font les bons amis. C'est quand même très vrai. Là. Si on a emprunté des sous, ben, on veut les rembourser, ces gens-là. Donc, il faut aussi le calculer. Si vous avez une entente aussi pour une faillite ou une proposition du consommateur, vous avez un paiement à faire par mois, il faut l'inclure là-dedans. J'ai mis prêt rapide. Prêt rapide, j'ai marqué attention, attention, ça coûte très cher. Si vous êtes en souci financier et vous avez le goût là, d'aller dans un crédit rapide là, qui vous donne des fonds rapidement, faites attention parce que ça, c'est quelque chose où est-ce qu'on met le petit doigt puis qu'on se ramasse avec l'engrenage jusqu'à l'épaule, c'est pas trop long parce que ça coûte cher, les frais sont extrêmement élevés. Donc, moi, je vous dirais d'essayer de trouver plein d'autres solutions avant de faire affaire avec les prêteurs rapides. Là. Faites attention à ça, ça coûte extrêmement cher. Donc, on peut passer à l'autre acétate. Donc, l'autre acétate, je vous dirais que c'est la partie vraiment budget. Donc, moi, je vous suggère de vous faire un tableau. Je suis allée vraiment dans le simple, simple, simple. Moi, ce que je pense, c'est que on va mettre les dépenses ici à gauche. On va les nommer, on va dire l'hypothèque, l'épicerie. On va mettre les dates. Quand c'est des dépenses qui sont fixes, on sait que ça va passer à telle date dans notre compte. Donc, on va dire, OK, 25 janvier. Le montant estimé, dans le cas d'une hypothèque, le montant estimé puis le montant réel va sensiblement être le même parce qu'on connaît déjà le montant au départ. Donc, c'est facile de le planifier. Puis, là, on va marquer aussi, une fois que le paiement est passé, on va venir marquer le montant réel. Combien ça nous a réellement coûté par le mois, dans le mois? Puis, on va venir voir ici l'écart. Puis, l'écart, bon, ben, dans le cas de l'hypothèque, c'est 0 $. Par contre, si on regarde l'épicerie, c'est une demande, c'est une dépense qu'on va devoir prévoir. Donc, on va dire, disons, pour le mois de janvier, au début du mois de janvier, on se dit, ben moi, je planifie que ça va me coûter 100 $ par semaine. Donc, on se dit montant estimé à la fin du mois, 400 $. Puis, en réel, ben, on regarde nos factures, on regarde nos relevés, OK, métro, IGA, l'Obla, je suis allée là, j'ai toutes mes factures. Puis finalement, en montant réel, on additionne tous ces montants-là, puis on se rend compte que, ouf, non, finalement, ça m'a coûté 532 $, puis j'ai un écart positif de 132 $. Là, c'est là le moment crucial où on se rend compte que le processus budgétaire qu'on fait va payer. Parce que là, on se questionne, on commence à se questionner sur nos dépenses, puis on commence à voir, OK, là, je pense que c'est comme ça mon budget, mais finalement, la réalité, elle est tout autre chose. Puis je vous garantis, vous allez être surpris en mettant sur papier, en voyant ce que vous dépensez dans un mois, bien, vous allez être surpris de voir là où vous allez peut-être pouvoir dire, ah, ben finalement, ouais, peut-être que je pourrais faire attention. Je pourrais peut-être regarder les spéciaux, essayer de faire ma planification pour mes menus dans la semaine selon les spéciaux qu'il y a dans les circulaires. Il y a plein d'applications qui vous aident à trouver les spéciaux. Donc, ça, moi, je vous dirais, là, dès qu'on commence à s'attarder et à se questionner sur son budget, c'est là qu'on commence vraiment à faire un travail là, sur notre budget. On va passer à la prochaine étape. La quatrième étape, bien sûr, comme j'en ai parlé, c'est très important, ça s'appelle le suivi budgétaire. Hein. C'est vraiment de se dire, on fait un budget, puis après ça, on va le réévaluer. Donc, comment? Ben, on peut le faire une fois par semaine, comme je disais, ou faire une analyse de fin de mois pour voir à la fin du mois, ben, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans mon budget? Est-ce que j'arrive? Est-ce que, combien ça me
coûte finalement en réalité ce montant-là que j'ai besoin pour vivre. Puis, à quoi ça va servir? Bien, ça va vous servir à prendre conscience de ses dépenses, à se questionner aussi sur ses dépenses. Parce que si à la fin du mois, on se rend compte que finalement, ouf, il nous manque 400 $ pour arriver, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir optimiser son budget, se trouver une stratégie pour payer ses dettes, savoir combien on a besoin pour vivre. C'est ça qu'on veut savoir dans le cadre de cette capsule-là. Savoir aussi éviter les fuites d'argent, épargner pour un projet futur, pour sa retraite, puis surtout diminuer le stress aussi lié à ses propres finances. On va passer à la prochaine étape. Donc, à la fin du mois, pour calculer combien vous avez, si vous voulez ramener un peu vos dépenses sur un taux horaire, si je pourrais dire. C'est quelque chose qui est quand même assez compliqué en soi. Je vous dirais que d'avoir un montant qui est précis, ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impondérables. Donc, vous allez avoir besoin, premièrement, du montant de votre coût de vie. Ça, c'est le montant, disons que vous avez besoin de 2 000 $ pour arriver par mois. C'est un montant en argent net que vous avez besoin. Vous avez besoin de ça dans vos poches, qui est déposé dans votre compte de banque. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce montant-là, puis le diviser par le nombre d'heures que vous pensez travailler par mois. Ça dépend. Il y a beaucoup d'emplois qui sont différents, hein. Il y a des fois, c'est 32 heures, 35 heures semaine, 40 heures semaine. Donc, si vous avez besoin de 2 000 $ par mois, puis là, si vous faites du 40 heures semaine, puis vous avez 4 semaines, ça va être 160 heures. Donc, ce serait comme 2 000 $ divisé par comme 160 heures, ça vous donnerait un approximatif du taux horaire que vous avez besoin au net dans vos poches. Mais là, quand je dis au net, c'est que si vous avez besoin de plus parce que vous allez avoir des impôts à payer sur ce montant-là, vous allez avoir des déductions à la source, vous allez avoir des dépenses liées à l'emploi, comme par exemple le syndicat, les assurances, payer une partie du fonds de pension. Donc, c'est sûr que le montant que vous allez trouver, ça va être un montant au net. C'est extrêmement difficile de calculer ce montant-là à l'inverse parce que ça dépend du salaire que vous voulez, les taux d'imposition, mais au moins, vous aurez au moins à dire, OK, bien regardez, moi, j'ai besoin de 2 000 $ net par mois. Bien, c'est sûr que j'ai besoin de plus. Donc, j'ai besoin de payer les impôts afférents à ça. Si je peux vous dire, par exemple, une petite anecdote, mon conjoint et moi, on a travaillé dans deux secteurs différents. Et puis, il y avait un écart de 10 $ de l'heure entre les deux salaires. Mais au net, en bout de ligne, à la fin des 2 semaines, quand on avait la paye, il y avait à peine 100 $ de différence. Puis pourquoi? Bien, c'est ça, c'est à cause des impôts à payer, puis de tout ce qui est relié à l'emploi aussi, donc qui n'est pas à oublier. On peut passer à l'autre diapo. Donc, sur ce mot de la fin, en fait, je voudrais juste peut-être vous inspirer un petit peu davantage. Je voulais aller plus loin là-dedans parce que c'est vraiment une capsule sommaire. Là, on est vraiment allé rapidement. On s'en sort pas. Pierre-Yves McSween, je ne sais pas si vous le voyez bien, Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? C'est un livre qui peut susciter beaucoup de stress chez les gens ou d'anxiété parce que c'est un livre qui va vous donner beaucoup de conseils sur comment bien faire ses finances. Puis des fois, on se rend compte qu'on n'est pas toujours à la bonne page, mais de le lire, ça va vous donner vraiment, vraiment beaucoup de sources d'inspiration et vraiment une bonne façon de prendre des bonnes décisions financières. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Ça, c'est inspirant pour vous dire aussi, c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait 200 000 par année qui peut devenir millionnaire. C'est avec les petits gestes de la vie que quand on décide de prendre ses finances en main et qu'on est capable de faire de l'épargne, bien, à long terme, vous pouvez vraiment faire des grandes choses. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du budget, je vous garantis. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à savoir. Puis, ici, 99 trucs pour s'enrichir. Bien, ça, c'est le fun, c'est facile à lire. Pour les familles aussi, c'est des trucs afin de diminuer ses dépenses. Puis, en terminant, bien, si jamais vous avez des soucis financiers, vous avez du stress financier, vous êtes dans une impasse, puis vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va vous aider, vous avez les ACEF. Les ACEF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale qui a dans plusieurs, en fait, dans toutes les régions du Québec. Et puis, vous avez des sites Internet avec beaucoup d'informations, avec des grilles pour pouvoir faire vos budgets si vous en avez besoin. Il en existe
une tonne. Si vous allez sur Internet, vous tapez grille budgétaire, vous allez en trouver plein. Trouvez celle qui vous convient, celle qui vous parle. Moi, par expérience, il y en a bien que j'aimais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une moi-même. Donc, j'espère que ma capsule vous aura aidé. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et puis, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à faire votre budget. Merci. Bonne journée.